Mesdames, Messieurs, chers invités en mon titre et fonction, chers amis, bienvenue au 5e Business Lunch de la plateforme Climat de l'économie de Genève. Je m'appelle Bert Klustein, je suis le directeur de cette plateforme. Je vous remercie chaleureusement pour votre intérêt et votre présence aujourd'hui. Je remercie particulièrement la ville de Genève aujourd'hui, notre hôte. La dynamique de cet événement aujourd'hui, c'est rénovation énergétique des immeubles, comment concilier écologie et cohésion sociale. Mais avant de rentrer dans ce débat, j'ai le grand plaisir de vous annoncer M. Alfonso Gomez, maire de Genève, de la ville de Genève, qui va prononcer quelques mots de bienvenue. Voilà. Merci. Bien, Madame la conseillère administrative, je regarde toujours des salutations protocolaires très importantes, pas que je loupe quelqu'un. Mesdames, Messieurs, surtout, écoutez, je suis très content de pouvoir vous dire ces quelques mots, car, et surtout ici au Palladium, car je suis ravi à chaque fois de venir à ces rencontres et à ces lunchs de la plateforme climat de l'économie qui vous sont proposés en partenariat avec la ville de Genève. C'est donc une 5e rencontre et la plateforme a souhaité mettre à l'honneur une thématique qui nous tient particulièrement à cœur et surtout qui est, moins qu'on puisse dire, fortement d'actualité, à savoir la rénovation énergétique des bâtiments et l'indispensable articulation avec la cohésion sociale. Alors, nous tient à cœur parce que d'une part, évidemment, la rénovation des bâtiments, on sait que c'est extrêmement important, surtout sur la base de nos plans climat. Les bâtiments aujourd'hui sont de forts émetteurs de gaz à effet de serre, à peu près en Suisse en tout cas, on estime à 1/3 des émissions. Donc, vous voyez l'importance de rénover et de modifier l'énergie de nos bâtiments. Et d'autant plus si on veut atteindre la neutralité carbone, en tout cas nette, d'ici 2050. Donc, 2050, c'est pas après-demain, c'est demain. Donc, il ne s'agit pas seulement de viser à une utilisation d'une énergie qui soit 100% renouvelable, mais cela principalement, ça touche évidemment le chauffage, mais il s'agit également d'accélérer la rénovation des bâtiments existants pour renforcer leur efficacité énergétique. Et puis le problème que l'on a aujourd'hui, que vous allez débattre, c'est qu'on assiste en même temps à une augmentation des résiliations des baux qui prennent comme prétexte, en tout cas, les rénovations à but énergétique. Et en filigrane, il y a, en tout cas, ce qui est reproché d'un côté aux propriétaires, augmenter fortement les futurs loyers après travaux et ainsi maximiser les rendements. Et puis d'un autre côté, nous le voyons, hein, la ville de Genève, qui est une des villes les plus denses, pas une des plus, c'est la ville la plus dense de Suisse, qui se veut en même temps une ville avec, disons, une diversité sociale importante, qui est synonyme aussi du vivre ensemble dans notre ville. Et donc, nous nous trouvons là apparemment dans une contradiction qu'il faudra bien, à un moment donné, mettre sur la table et discuter ensemble. Le dernier épisode, vous le connaissez toutes et tous, qui a été fortement médiatisé, c'est la résiliation de massif de 107 baux d'habitation et d'une quinzaine de baux commerciaux au boulevard Karl Vogt. Et nous estimons, comme corollaire, cela verra une forte mobilisation sociale, puisque pas plus tard que dans 2 jours, il y aura
disons, une manifestation là-dessus. Vous avez vu aussi la réaction, tout parti confondu du reste, hein, que ce soit de droite, de gauche, des milieux politiques, disant ben, c'est problématique, c'est pour le moins problématique. Il faut évidemment mettre cette question sur l'agenda politique, il faut mettre cette question sur la table. Puisque cette pratique de congé rénovation, elle est principalement préoccupante. Elle est préoccupante parce qu'elle touche des quartiers populaires que nous souhaitons maintenir pour avoir cette diversité en ville, parce qu'elle est synonyme de vie également. Elle est préoccupante parce que nous sommes dans un contexte de pénurie aiguë en matière de logement. Aujourd'hui, on est à 0,34% de vacances seulement, en tout cas en 2025, c'est rien. Donc, à un moment donné, on se trouve sur cette problématique de dire, mais comment un droit que nous considérons en tout cas comme un droit social, qui est marqué dans la Constitution, qui est le droit au logement, et comment nous faisons pour protéger évidemment les classes populaires à un moment donné contre, disons, ce que l'on vient de voir dernièrement, ces congés rénovation. Pour nous, c'est d'autant plus inadmissible qu'il nous semble quand même que des alternatives existent. Et chacun doit prendre de ce côté-là ses responsabilités. Quand je dis ça, ça veut dire que les pouvoirs publics aussi doivent prendre leurs responsabilités. Les privés doivent prendre leurs responsabilités, chacune et chacun. On sait bien qu'une rénovation, elle se fait, elle a un certain prix, elle a un certain coût. En tout cas, pour la ville, nous avons démontré qu'il était possible de rénover en profondeur et nous allons encore le démontrer puisque nous allons rénover. Et ce sera principalement l'œuvre de nos deux départements, de Madame de Chastenay et le mien, Cité-Jonction, et qui est vraiment, enfin c'est pas vraiment, c'est que du logement social. Nous allons donc accompagner sans évincer les habitants. C'est tout un plan évidemment d'accompagnement avec eux qui se fait, ça c'est clair, ça nécessite un temps de dialogue, un temps de préparation. Il faudra déplacer. Comment est-ce que nous allons déplacer les locataires? Comment nous allons les rassurer surtout? Parce que c'est surtout ça que nous demandent les locataires. C'est que va devenir mon logement? Est-ce que quand je reviendrai, j'aurai le même logement ou pas? Et est-ce que je paierai la même chose ou pas? Alors, on ne peut pas dire oui à tout, bien entendu. Il y aura certainement des modifications de logement, encore faut-il savoir lesquelles, mais il faut les expliquer. Lesquelles? Avec une volonté claire, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est de maintenir cette diversité au centre-ville. Donc aujourd'hui, alors que ces rénovations énergétiques donc, sont appelées à se multiplier, il est essentiel de rappeler que la protection de l'environnement, elle ne peut pas se faire au détriment de la justice sociale, du droit au logement, qui, encore une fois, je le répète, est inscrit dans notre Constitution. Donc, essentiel de rappeler à la responsabilité sociale de chacune et de chacun, des locataires, des pouvoirs publics et des propriétaires. Essentiel de rappeler également que cela doit se faire dans la concertation, dans la préparation et dans le dialogue. Je me réjouis donc de vous entendre à ce jour sur ces questions-là, sur cette thématique qui est évidemment importante. Je tenais à remercier les intervenantes et les intervenants. Elle est d'autant plus importante qu'elle va certainement nous occuper, non seulement dans les mois qui viennent, mais également dans les années qui viennent, puisque la rénovation, elle est indispensable, mais la justice sociale également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On a, dans cette manifestation, le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Il y a Caroline Cachairo de SIG 21, M. Jordan Chioro de Gérofinance Régie du Rhône, Béatrice Manzoni de Fondation de la Ville de Genève pour le logement social et Mme Marjorie de Chastenay, conseillère administrative Ville de Genève. À la fin de cette manifestation, vous avez la possibilité de poser vos questions directement aux intervenants. J'invite donc sans plus attendre Caroline Cachairo des SIG qui va nous parler des rénovations énergétiques
et les accompagnements proposés par ECO 21. Bonjour à toutes et à toutes. Alors j'ai le plaisir d'être avec vous ce midi et de vous parler effectivement des différents dispositifs ECO21 qui ont été mis en place dans le cadre des rénovations énergétiques. Alors je vais passer un peu plus vite sur la partie contexte en jeu étant donné l'introduction. Juste peut-être rappeler effectivement qu'on a un nouveau règlement d'application de la loi sur l'énergie qui a été publié en 2022 et qui vise des objectifs énergétiques ambitieux, notamment une baisse progressive des consommations des bâtiments sur le canton pour viser un seuil inférieur à 450 mégajoules par mètre carré à terme. Il y a d'autres enjeux aussi qui remontent très très souvent sur les projets qu'on accompagne. On l'a évoqué aussi précédemment, donc il y a tout l'aspect de l'accompagnement des usagers, l'accompagnement des locataires dans le cadre du résidentiel collectif. Ce type d'opération peut amener plein de questions, de craintes et d'implications sur la vie privée des gens. Et ce qu'on a constaté, c'est que quand on accompagne avec un maximum d'anticipation et qu'on répond à ces besoins, ça se passe beaucoup mieux. Un autre enjeu important qui a été documenté par de nombreuses études, c'est la problématique de l'écart de performance énergétique. Donc, c'est l'écart entre les consommations théoriques visées en phase de planification avec la consommation réelle mesurée après, qui a été documenté. Donc là, c'est un exemple, c'est une étude qui a été réalisée par l'Université de Genève il y a quelques années, qui a monitoré une vingtaine de bâtiments rénovés à Aunay et qui a mis en lumière qu'on atteignait seulement en moyenne 42% des potentiels d'économie de chauffage après réalisation des travaux. Donc on voit que sur le plan énergétique, on a un beau potentiel d'amélioration. L'étude a mis en lumière également les nombreux facteurs explicatifs. Donc je vais vous en citer qu'un parce qu'il y en a beaucoup et qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le fait de planifier un suivi et un monitoring des consommations après travaux pendant minimum 2 ans et de pouvoir implémenter différents réglages et optimisations sur les installations techniques, c'est vraiment une phase essentielle pour pouvoir réduire cet écart. Maintenant, par rapport à ce contexte et ces enjeux, donc dans le cadre d'ECO21, on a lancé en 2019 2 accompagnements complémentaires. Le premier, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage énergie, dont je ne vais pas trop vous parler aujourd'hui, mais qui est en fait une expertise d'un ingénieur énergéticien qui va venir accompagner le projet, donc le maître d'ouvrage et son équipe de mandataires, pour maximiser l'ambition énergétique et puis s'assurer que les objectifs de performance sont bien suivis et idéalement atteints. Deuxième prestation que je vais un petit peu plus détailler ici, c'est l'assistance à maîtrise d'usage. Donc c'est un autre type de mandataire qui va vraiment être là pour accompagner, informer et impliquer les usagers dans toutes les phases du projet. On l'a vu, ça peut être des travaux conséquents avec des forts impacts chantiers. Le but, c'est de pouvoir écouter les gens déjà, accueillir leurs questions, leurs craintes, leurs considérations, identifier leurs besoins, anticiper des potentielles problématiques et puis faire en sorte que ça se passe au mieux et qu'il y ait une bonne compréhension du projet et une bonne satisfaction de toutes les parties prenantes. Deuxième objectif super important aussi, c'est de pouvoir, au terme des travaux, sensibiliser ces usagers à une bonne utilisation du bâtiment pour pouvoir contribuer à baisser l'écart de performance énergétique. Donc, dans notre cahier des charges, on travaille beaucoup avec les outils participatifs et on organise des ateliers d'usage où on traite de ces différents enjeux thématiques. On peut également actionner l'expertise d'usage. Donc c'est de solliciter un peu les usagers sur leurs besoins en termes d'aménagement extérieur, en termes d'espace commun, pour potentiellement aussi pouvoir l'intégrer au projet
et que le nouveau bâtiment réponde au mieux à leurs besoins. Un petit retour d'expérience sur un des premiers bâtiments, un des premiers projets qu'on a suivis. C'est un gros bâtiment qui a été rénové et surélevé. Donc il y a eu une rénovation, une isolation complète de l'enveloppe périphérique avec fermeture des loggias. On a visé le label Minergie Rénovation. Et puis différentes mesures ont été prises au niveau des installations techniques également. Nous, ce qu'on préconise dans ce type de grosse rénovation, c'est de, à minima, intégrer un concept de ventilation et un équilibrage hydraulique. Donc, ce sont deux actions indispensables pour pouvoir optimiser le confort des habitants et contribuer à cette baisse de consommation. On a également mis en place un contrat d'optimisation énergétique, Eco21. C'est un outil parmi tant d'autres, mais du coup, c'est le fait de pouvoir mobiliser le chauffagiste après travaux pour qu'on puisse avoir toute cette partie suivie, optimisation des installations pour, encore une fois, atteindre les performances visées. Sur le plan social, un aspect intéressant, donc c'est un bâtiment qui est raccordé au CAD et on a le propriétaire qui a beaucoup insisté auprès des autorités pour, malgré ça, intégrer une installation solaire thermique dans l'objectif de contribuer à réduire la facture énergétique pour ses locataires. Donc voilà, c'est rare de voir ce type de considération sur les projets. Et puis, l'assistant à maîtrise d'usage a fait tout son accompagnement également social. On a eu notamment au niveau du suivi chantier, il y a eu plusieurs semaines d'arrêt des ascenseurs et on a une population avec pas mal de personnes âgées ou à mobilité réduite. Alors, on s'est mis en partenariat avec des travailleurs sociaux locaux de la commune pour mettre en place des accompagnements pour aider cette population pour leurs courses, par exemple, ou pour accompagner certains à des rendez-vous médicaux, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer tout seuls sans ascenseur. Et puis, il y a eu toute une réflexion au niveau des aménagements extérieurs, où on a sollicité cette expertise d'usage, justement. Et ce qui est remonté, c'est qu'il y avait un besoin d'installer certains mobiliers, comme des bancs, des tables, et puis d'implémenter aussi un terrain de pétanque. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est l'ambition énergétique qui a été atteinte. Donc là, on est sur un projet Minergie Rénovation qui a atteint une consommation de 165 mégajoules par mètre carré. C'est une consommation très faible. Nous, sur les projets HPE ou Minergie Rénovation, on est plutôt entre 220 et 250 mégajoules. Donc voilà, c'est un beau projet où les prestataires sont vraiment allés chercher comment maximiser l'ambition, sans que ce soit au détriment des usagers, avec un chantier où on avait énormément d'impact sur les gens. Et voilà, résultat intéressant aussi, donc là on a même dépassé les objectifs d'économie visés. Donc voilà, c'est un projet plutôt porteur. Quelques mots sur les premiers projets qui sont arrivés du coup à terme avec nos partenaires. Là, sur les 12 premiers projets, on a donc ils sont tous monitorés par l'EPIA et l'EPIA a estimé qu'on atteignait en moyenne quasiment 100% des objectifs de performance énergétique. J'étais la première surprise, pour être franche avec vous, dans le sens où les études qu'on a parcouru avant de lancer tout ça n'était pas très optimiste. Donc, par rapport à cette étude Compare-Rénov', on a plus du doublement de la performance énergétique. Donc, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que l'écart de performance n'est pas une fatalité et qu'il y a des outils pour pouvoir dépasser. Pour conclure, je voulais vous parler un petit peu des développements qu'on a en cours. Donc, depuis cette année, on n'a plus de subvention AMO Énergie sur le canton, donc on a travaillé un peu sur un nouveau dispositif avec différents volets proposés. On a toute la partie formation,
avec des formations qui existent déjà et qu'on est en train de développer. Pour vous en citer qu'une, on est en train de travailler avec l'USPI et la CGI pour co-développer une formation de sensibilisation des maîtres d'ouvrage sur ces thématiques, donc sur la thématique énergétique, mais aussi plus largement sur la dimension bas carbone. Au niveau des leviers financiers, je pense que voilà, vous êtes au courant des différents dispositifs. Il y a toutes les subventions cantonales qui existent, des compléments d'incitation Éco 21 et tous les leviers fiscaux qui sont bien connus. Ce qu'on développe également, c'est une boîte à outils vraiment technique pour accompagner les mandataires et les propriétaires. Donc on est en train de challenger avec un groupe de consultation une marche à suivre détaillée au niveau des différentes phases SIA sur ce qu'il est recommandé de réaliser et quand dans les projets. Et puis, nous travaillons aussi sur des cahiers des charges de référence pour mieux vous accompagner dans le cadre de vos appels d'offres, pour vraiment pouvoir cadrer les différentes thématiques durabilité, et puis que vous puissiez choisir les meilleurs mandataires qui pourront répondre aux besoins de votre projet. Et pour compléter tout ça, on a également ce qu'on aimerait mettre en place, c'est qu'il y ait différents experts qui puissent accompagner la mise en œuvre de ce dispositif et de cette boîte à outils. Et un point aussi peut-être important, c'est que hier, on était surtout sur le périmètre énergie. Aujourd'hui, on élargit au périmètre bas carbone. Comme vous le savez, il y a ce nouveau règlement d'application des articles 117-118 de la loi sur les constructions et les installations diverses. Donc maintenant, on vient vraiment proposer en option cette thématique qui n'est pas encore obligatoire, mais qui va l'être bientôt. Et puis, un dernier mot sur un groupe de travail qui a été monté. Donc, suite à la signature de l'accord cadre sur les rénovations, on a monté un groupe de travail qui s'appelle le pôle de compétences IDC, avec les représentants qui ont signé cette convention cantonale. Et nous travaillons avec eux de manière complémentaire sur différentes solutions, notamment sur des fiches de bonnes pratiques pour l'appréhension des chantiers habités. Donc, qu'est-ce qu'un propriétaire devrait mettre en place pour accompagner au mieux ses habitants sur ce type de projet, et également sur une plateforme informatique qu'on appelle IDC Bas Carbone. On n'a pas encore donné de nom aujourd'hui, mais qui permettra de centraliser toutes les informations dont les propriétaires et les mandataires auront besoin pour les accompagner dans la baisse des consommations de leurs bâtiments. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Oui. Ah oui, j'ai mis trop. Oh, putain. J'ai le grand plaisir maintenant d'accueillir Jordan Giraud, responsable service valorisation énergie et rénovation de chez Finance Régie du Rhône, qui va nous partager ses réflexions sur la rénovation énergétique. Bonjour à tous, merci à Béat pour l'invitation et la possibilité de vous présenter aujourd'hui un petit peu la vision et la mise en œuvre des mécanismes que Caroline a présentés précédemment à l'échelle d'une régie. Donc, je suis responsable du service qu'on appelle chez nous valorisation énergie rénovation, donc un peu le service gros travaux et tout le service qui conseille les propriétaires sur les rénovations énergétiques. On a parlé déjà un petit peu de l'IDC, je voulais remettre ça un petit peu au centre aujourd'hui pour commencer. Pour moi, c'est vraiment un élément assez central dans la politique genevoise sur l'énergie. Donc l'IDC, l'indice de dépenses de chaleur, on parle des consommations de chauffage et d'eau chaude par rapport au mètre carré du bâtiment qui sont chauffés et puis qui sont corrigés à l'échelle climatique. Cet indice, il est unique en Suisse, sur le canton de Genève. C'est un indicateur qui permet de normaliser les bâtiments et de les comparer entre eux, de les benchmarker. C'est vraiment ce qui permet aussi d'avoir une certaine équité de traitement sur le côté social. Ça permet que tous les bâtiments, qu'ils soient anciens, nouveaux, performants ou pas, puissent être comparés sur une base similaire. Concrètement, à l'échelle d'une régie, comment ça se passe? Je vous ai mis ici, en toute transparence, la répartition des IDC des immeubles que l'on gère sur Genève. Donc vous voyez qu'on a
à peu près 62% des bâtiments qui aujourd'hui respectent déjà le seuil qui est en vigueur de 450 mégajoules par mètre carré par an. Et puis après, on a le reste du parc qui dépasse avec plus ou moins d'écart ces seuils. On a la chance d'avoir chez Gérofinance un parc qui est plutôt bon, avec très peu d'immeubles qui sont très consommateurs, au-dessus de 650, avec moins de 2,5% du parc. Donc on a encore un travail à faire, comme tous les acteurs, mais on a déjà une base qui est assez solide pour pouvoir aller vers cette transition et atteindre ces seuils qui sont demandés par le législateur. Le deuxième volet qui est intégré dans la politique énergétique, c'est la sortie du fossile. On a un parc qui est assez similaire et représentatif du parc genevois, avec une part d'environ à peu près 70% encore de bâtiments qui sont chauffés aux énergies fossiles et qu'on va tendre à passer sur des énergies renouvelables. Donc le premier challenge et les règles du jeu qui nous sont définies effectivement depuis ce règlement d'application de 2022, ça va être déjà d'assainir les bâtiments pour essayer de consommer de moins en moins d'énergie. C'est le premier levier. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc on va essayer justement d'abaisser ces fameux indices de dépenses de chaleur sur chacun des immeubles pour réduire les consommations. Ça a également le fort bénéfice de réduire la dépendance des bâtiments aux énergies et donc aussi aux fluctuations des prix de l'énergie, comme on peut le voir actuellement. Puis le deuxième sujet, c'est la sortie du fossile avec des solutions renouvelables qui existent, notamment sur Genève, les réseaux de chauffage à distance, ces fameux RTS, réseaux thermiques structurants dont on reparlera tout à l'heure, mais également d'autres solutions type pompe à chaleur ou chauffage au bois par exemple, qui peuvent être possibles en périphérie. Justement, les réseaux thermiques structurants, c'est un élément fort dans la politique climatique du canton, avec des objectifs assez ambitieux que je vous laisse prendre connaissance ici, avec des horizons 2030 et puis 2050. Donc il y a des investissements très conséquents qui sont en train d'être réalisés par les services industriels de Genève. On parle d'à peu près 1,5 milliard investis et puis des centaines de kilomètres de réseaux à créer qui vont passer forcément par les rues. Donc il y a aussi des impacts au niveau des communes, des commerces. Donc il y a toute cette politique aussi à concilier pour qu'on puisse arriver à amener cette énergie renouvelable dans le maximum de bâtiments et décarboner ces bâtiments. Concrètement, en termes de tarifs, je vous ai mis ici le tarif du prix du mazout. On voit tout à droite le pic qu'on vient de subir à cause du conflit en Iran. Donc on peut voir que le mazout, c'est une énergie qui de base est assez peu chère, mais qui est sujet à des fluctuations qui peuvent être très importantes pendant ce type de variations. De l'autre côté, les tarifs du gaz, on est aussi sur des tarifs qui sont assez bas, autour de 10 à 11 centimes selon la fourchette de consommation où vous vous situez. Mais donc voilà, on a ces deux énergies qui sont historiques, fossiles, qui sont à des tarifs de l'ordre de 10 à 11 centimes. Et puis je vous ai mis ici le tarif 2026 sur les RTS, on parle plutôt de 17 centimes, donc une augmentation de à peu près 70% sur le tarif de l'énergie. Donc c'est loin d'être négligeable. Alors c'est pas la même énergie, on parle d'une énergie qui est renouvelable, mais ça a un impact qui est quand même très important pour nos locataires qu'on représente et qui payent les décomptes de chauffage. Donc ça c'est quelque chose qu'on prend en considération et qu'on essaye au maximum d'atténuer en réalisant, quand on raccorde le bâtiment, également d'autres travaux énergétiques, notamment sur l'enveloppe, sur la technique du bâtiment, pour réduire les consommations, pour qu'on ait un prix du kilowattheure qui augmente, mais en même temps qu'on consomme moins de kilowattheures pour que le budget global pour les locataires soit un petit peu atténué. Deuxième sujet dont je voulais vous parler au niveau des installations, c'est le solaire photovoltaïque. Pour moi, c'est un modèle qui est vraiment gagnant-gagnant. La loi a été modifiée en novembre dernier. Maintenant, tout propriétaire a l'obligation de mettre des installations solaires sur son toit lorsqu'il le rénove. Et c'est une très bonne chose qui permet de réduire les consommations des bâtiments, notamment quand on parle de photovoltaïque, avec des nouveaux modèles qui existent, qui se développent. On parle de CA, communauté d'autoconsommation, RCP, regroupement pour la consommation propre, ou CEL, communauté électrique locale. Tous ces mécanismes-là et ce jargon a pour objectif en fait de valoriser l'énergie qui est produite sur les toits d'un bâtiment directement dans le bâtiment, en faisant bénéficier cette énergie également aux locataires ou aux copropriétaires qui habitent le bâtiment. Donc ça permet de réduire la consommation et les frais d'électricité des communs de l'immeuble, mais également de chacun des habitants, et donc c'est bénéfique pour tout le monde. Pour le propriétaire, c'est également intéressant ce type de modèle, parce qu'il peut revendre son énergie à un tarif plus élevé que ce qu'il ne revendrait aux services industriels locaux, tout en faisant bénéficier d'une économie pour ses locataires, et donc aussi créer une sorte un petit peu d'effet bénéfique pour ses locataires qui vont les inciter à pouvoir rester dans le bâtiment.
Et tout ça, ça permet d'avoir un meilleur retour sur investissement pour le propriétaire et une baisse des charges pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à mettre en œuvre. Nous, chez Gérofinance, en tant que gérance, on est à la croisée en fait, entre les propriétaires et les locataires. Et moi, j'ai souvent l'occasion de dire que c'est pour moi nos deux clients et que je les considère de la même manière. On est vraiment l'interface entre ces deux acteurs. Et puis, à côté, on a une autorité publique qui définit un petit peu les règles du jeu qu'on a vues précédemment. Et nous, on va être aussi là pour conseiller nos propriétaires sur comment se mettre en conformité, qu'est-ce qu'il faut entreprendre et comment est-ce qu'on le fait. Donc moi, mon service, on s'occupe notamment du conseil et puis de la direction de travaux pour les propriétaires, pour les accompagner dans ces mises en œuvre, dans ces mises en conformité. Puis après, on va travailler avec l'économie, avec les mandataires et les maîtres d'œuvre pour pouvoir aller réaliser les projets dans les immeubles. On en a parlé également, on a la possibilité de faire appel à des AMO énergie ou des AMU qui vont permettre justement d'accompagner ces projets pour réduire ces écarts de performance et puis prendre en compte les attentes des copropriétaires ou des locataires selon le type d'immeuble dans lequel on se situe. Qu'est-ce que ça a comme impact, tout ça? Le premier, ce qu'on va chercher à faire, c'est réduire les consommations d'énergie, donc avoir moins de dépendance justement à ces marchés de l'énergie dont on n'a pas de maîtrise aujourd'hui, réduire les émissions de CO2 et donc améliorer la qualité de l'air en ville notamment, et puis voilà, avoir une évolution des charges qui soit maîtrisée en fonction des travaux qu'on va pouvoir réaliser sur l'enveloppe et puis la technique du bâtiment. Également, ce dont on parle souvent un petit peu moins, c'est les gains qu'on va réaliser sur le confort quand on fait une rénovation, parce qu'on parle de rénovation énergétique, mais il y a aussi tout un tas de sujets sur lesquels on va intervenir dans le cadre de cette rénovation. Ça peut être des rénovations d'appartements qui sont faites en même temps que la rénovation sur le bâtiment. On va améliorer les qualités d'isolation, donc réduire les courants d'air, améliorer le confort acoustique aussi entre les appartements, qui est quelque chose de non négligeable, améliorer la sécurité, on parle typiquement de sécurité incendie, ça c'est des choses qu'on nous demande quand on fait des travaux dans les immeubles. Donc tout ça, c'est aussi des bénéfices pour les habitants de l'immeuble. On va aussi travailler sur la qualité d'air intérieur, donc avoir moins d'humidité, un meilleur renouvellement d'air, et puis avoir une production d'énergie qui sera plus locale et renouvelable. En termes de communication, ce qu'on est amené à mettre en œuvre justement, c'est des séances d'information, des aides aux personnes. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Caroline. Il peut y avoir des logements de substitution pour effectuer des rocades dans l'immeuble quand il y a des travaux, pendant des travaux qui peuvent être très intrusifs dans certains appartements, mais dans l'objectif que les locataires puissent revenir dans leur logement dès que ces travaux sont terminés. Des nettoyages réguliers pour prendre en compte les nuisances qui sont inévitable dans tous les travaux, mais qu'on essaye de réduire au minimum et puis de prendre en considération. Des écologements, qui sont aussi des opérations qu'on peut réaliser après travaux pour sensibiliser les locataires et puis également intervenir dans les appartements au niveau des équipements pour réduire les consommations et puis conseiller les habitants sur la manière d'utiliser le bâtiment et puis leurs installations. Et puis la mixité sociale, les prestations d'assistance à maîtrise d'usage dont Caroline vous a parlé, c'est aussi l'opportunité de créer du lien social entre les habitants, que les gens puissent se rencontrer, qu'il y ait un processus participatif qui puisse être mis en place. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que quand il y a des rénovations qui sont, il y a une petite erreur sur la slide, couplées à des surélévations, comme dans le projet que Caroline a présenté, ça peut aussi amener de la mixité sociale avec des typologies d'appartements qui peuvent être différents, avec des loyers différents, et donc on crée cette mixité à l'échelle du bâtiment ou d'un quartier également. On a également la possibilité de créer des fois des espaces de partage, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis ces obligations réglementaires qui sont imposées aujourd'hui aux propriétaires, elles visent justement à réduire ces inégalités avec un parc qui va tendre à être rénové, à avoir des IDC qui sont tous en conformité, et puis tous les bâtiments qui seront aux énergies renouvelables. Donc ça permet de fixer un cap à tout le monde, et ces règles du jeu, maintenant elles peuvent être déroulées par l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Et puis l'objectif aussi, c'est qu'on puisse avoir un contrôle aussi sur les loyers pour que la rénovation, on l'a vu, il y a des bénéfices sur l'énergie qui est consommée, sur le confort, sur la sécurité, mais il ne faut pas que ça soit au détriment non plus des loyers qui explosent. Et donc là, il y a des mécanismes qui existent pour que justement les propriétaires respectent les règles, et puis notamment ce qui a été négocié dans le cadre des accords, c'est que les propriétaires ne peuvent pas agir sur les loyers s'ils bénéficient des subventions. Donc voilà, c'est donnant-donnant, et puis cette rénovation et cette transition énergétique, elle va nécessiter une contribution de chacun, les autorités avec des subventions, les propriétaires qui investissent et les locataires qui vont aussi participer par leurs actes et puis également par potentiellement certaines hausses mais mesurées en contrepartie d'une baisse des charges énergétiques dans leurs appartements.
Voilà, donc on l'a vu, les solutions, elles sont à disposition aujourd'hui. Le premier levier, c'est vraiment d'essayer de moins consommer, donc isoler les bâtiments, rénover les installations techniques. Ensuite, de mieux consommer, donc produire de l'énergie localement sur le bâtiment, de l'énergie renouvelable. Et puis également, on va essayer au maximum d'utiliser des matériaux locaux qui sont produits à quelques kilomètres du chantier pour éviter de déplacer des matériaux sur des centaines de kilomètres ou des milliers, avec des matériaux qui sont le maximum biosourcés, décarbonés, pour ne pas investir trop de carbone dans le bâtiment, dans la rénovation, par rapport au carbone qu'on aurait économisé sur l'exploitation du bâtiment derrière. Et puis mieux rénover, ça veut dire atteindre les résultats de performance qu'on visait, parce qu'on peut avoir les meilleures attentes possibles. Si derrière il y a des gros écarts de performance, on a tous raté notre objectif, que ce soit le propriétaire, le locataire ou le législateur. Et puis accompagner les locataires pendant cette phase de travaux qui est on sait, intrusif, qui entraîne des nuisances, mais voilà, qui est nécessaire pour tout le monde pour qu'on puisse réaliser cette transition énergétique. Et puis enfin, il y a aussi des possibilités de densifier et puis d'augmenter le confort, qui est aussi un effet connexe non négligeable. Tout ça, ça permet d'atteindre ces objectifs climatiques qu'on vise tous, notamment en lien avec les accords de Paris, et puis à respecter les attentes du législateur. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jordan. Voilà. Je donne la parole maintenant à Béatrice Manzoni, de la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social. Bonjour à tous et à toutes. Alors, attends, je regarde si j'y arrive. Je voulais d'abord me présenter. Donc, je suis architecte. Je vais parler en tant que mandataire, mais aussi en tant que vice-présidente de la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social, la FVGLS. En fait, la question qui nous était posée, c'est finalement comment naviguer entre les besoins de logement abordables, de rénovation, d'assainissement énergétique, mais aussi de préservation du tissu social, de l'identité de quartier et de la substance architecturale et patrimoniale. Dans une première partie, je vais vous parler de la Fondation pour le logement social, mais aussi plus généralement, en tant qu'architecte, comment on affronte notre rôle social sans dégrader le patrimoine, ni augmenter la fracture sociale et la crise climatique. Les quelques images que vous voyez là, c'est aussi en tant qu'habitante du quartier en question, donc Karl Vogt, où on commence à voir des affiches qui fleurissent dans le quartier, avec des enfants, des personnes âgées, qui sont confrontées à une certaine violence, je dois dire. La Fondation pour le logement social, c'est une fondation qui a pour but principal la construction, l'achat, la vente de logements, mais aussi l'échange, la rénovation, la location, la mise en droit de superficie d'immeubles destinés en priorité au logement pour des personnes à revenus modestes. C'est une fondation qui possède 959 logements et dont le parc immobilier va s'agrandir, notamment avec la caserne des Verdets, de 162 logements qui seront livrés en avril 2026. Un tiers des logements actuels datent des années 60, à peu près 344 logements qui sont déjà rénovés ou en cours de rénovation. Je vais vous présenter 3 exemples que la Fondation a menés ou qui vont être menés et qui sont assez typiques de la manière de fonctionner. Alors, l'immeuble de la rue Guille, qui comporte 117 logements, donc aussi un immeuble qui date des années 60, a été rénové partiellement en 2011. Vous voyez que les travaux qu'on a effectués, c'est justement les installations centralisées de production d'eau chaude, la réfection des communs, avec des changements de machinerie d'ascenseur, le changement des fenêtres et de la transformation de balcons en véranda, la réfection des cuisines et les salles de bain. La stratégie dans ce cas-là a été sur une opération où on maintient les locataires, mais où, quand il y a intervention dans les logements, il y a une opération de tiroir. Donc ça, c'est le courant. On peut dire que c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant à Genève et qui n'a jamais justifié de résilier des baux. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on dimensionne les rénovations en fonction de la situation spécifique de l'immeuble. Ce qui était intéressant, c'est que M. Giraud a présenté un
un petit diagramme où on voyait que nous étions, dans le cadre légal actuel, incités et obligés d'améliorer l'IDC, mais de façon progressive. Donc on peut aussi travailler de manière ciblée et progressivement sur le parc immobilier en tenant compte de la situation spécifique de chaque immeuble. L'immeuble de la rue Caroline, 63 logements, là c'est un immeuble où des rénovations et des surélévations ont été prévues avec une augmentation à 83 logements. Donc les travaux effectués, c'est surélévation de niveau avec démolition de l'attique, raccordement au chauffage CAD, des changements d'ascenseur, mise à niveau des installations de ventilation. Donc là, il y a une proposition de relogement qui a été offerte aux 17 locataires qui étaient en attique, puisqu'eux étaient vraiment impactés par la construction de cette rénovation. Et ce que vous voyez dans le détail, 4 n'ont pas été déménagés, un déménagement a été financé par la Fondation dans le canton de Vaud, des rocades ont été mises en place. Les autres locataires ont soit accepté la proposition de relogement, soit trouvé un appartement par eux-mêmes. Des aides ponctuelles, principalement lors du changement d'ascenseur, ont été mises en place. Les principales demandes ou questions ont été gérées également par les mandataires présents chaque jour sur le chantier. Donc ça reprend un peu toutes les présentations qui étaient faites, c'est que la Fondation met en place un suivi et trouve des solutions pour les appartements qui sont vraiment impactés, soit par des opérations de tiroir, soit par rocade. Un troisième cas de figure, c'est l'opération Grand Bureau. Alors celle-là qui n'est pas encore, c'est des travaux qui sont prévus. Il y a aussi une surélévation avec 2 niveaux et démolition de l'attique existante, le raccordement au réseau CAD des tours de Carouge et l'isolation partielle des contre-cœurs et changement des fenêtres. Vous voyez aussi que même les travaux d'isolation peuvent être ponctuels. Hein. C'est vraiment des choses qui sont évaluées de cas en cas. Et donc là, la proposition, ça sera pour les locataires de l'attique de déménager dans l'opération Quai des Vernets dans le même quartier. Il y a aussi une proposition de mutation dans l'immeuble pour les personnes à mobilité réduite qui pourraient prendre place au rez-de-chaussée. Donc, je dirais qu'en termes de stratégie de rénovation de la Fondation, c'est chaque fois une stratégie de rénovation au cas par cas. De manière générale, on calibre de manière raisonnable et raisonnée, c'est d'ailleurs l'article de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations, les projets de rénovation en milieu habité, avec des opérations tiroirs quand c'est nécessaire d'intervenir dans les appartements. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a le respect de la loi sur les démolitions en travaillant de manière raisonnable et raisonnée et au cas par cas. Le deuxième cas de figure, c'est le dernier que je vous ai présenté, si la Fondation a l'opportunité de coordonner des opérations de rénovation à la livraison de nouvelles constructions, ce qui est le cas puisqu'on continue à construire, elle peut envisager des travaux plus importants, mais toujours en préservant les loyers et la volonté des locataires de rester ou de retourner dans leurs immeubles. On planifie, dans ce cas-là, des fois on doit différer les rénovations, mais c'est quelque chose qui est tout à fait entendable de la part des autorités, et donc on diffère certaines rénovations en fonction de la livraison des nouveaux logements. Le cadre légal est connu, et les bonnes pratiques aussi, j'ai tenté de vous le montrer, et je vais rentrer un peu plus dans les détails, cette fois-ci du point de vue d'un projet de rénovation. Comment est-ce qu'on fonctionne ? Patrimoine bâti et énergie, c'est donc un cahier thématique de patrimoine suisse qui montrait déjà comment concilier ces différents enjeux. Alors là, c'était plutôt les enjeux patrimoniaux, qui sont aussi un enjeu dont on a peu parlé jusqu'à maintenant, mais qui sont, par exemple, dans le cas de Karl Vogt, un des enjeux aussi qui va peser dans la balance du projet qui sera autorisé de rénovation. Dans ce cahier de patrimoine sur concilier les enjeux patrimoniaux, il y avait un exemple d'une coopérative Zum Blauen qui a aussi du logement abordable à Bâle. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est la manière dont on travaille pour pouvoir calibrer ce qui est raisonnable en termes de travaux. On travaille par scénario. Dans ce cas-là, étaient présentés 4 scénarios, des travaux de maintenance,
des travaux de réhabilitation avec là un assainissement énergétique de l'enveloppe des bâtiments, mais une isolation par l'intérieur. Un scénario de rénovation complète avec une adjonction de volume. Donc là, on pourrait dire qu'il y a un gain en plus de logements. Et puis une opération de démolition-reconstruction. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le scénario qui a été retenu par la coopérative a été le scénario 2 de réhabilitation. Donc on voit qu'effectivement, on est à 124 logements. L'indice d'utilisation du bien-fonds est de 70%. En fait, on n'a pas choisi de maximiser la densité, par exemple, dans ce cas-là, ni de maximiser peut-être les gains énergétiques, mais de trouver une voie médiane qui permet de garantir des loyers abordables, de maintenir les locataires, là, les coopérateurs en place, et de trouver des gains énergétiques aussi intéressants. Dans cette logique du travail par scénario, l'exemple de la cité Karl Vogt qui a été retenu pour l'annuaire de 2025-2026 au niveau de l'architecture suisse et qui a été présenté à Bâle, c'est un concept d'intervention là aussi avec 5 scénarios. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible, mais vous voyez, je ne sais pas si je vais arriver à montrer, les critères qui ont été posés. Est-ce qu'il y a un pointeur? Ah, voilà. En fait, voilà, il y a des critères qu'on a posés, le dérangement des locataires, la pérennité des ouvrages, les coûts de construction ou de rénovation et les besoins d'énergie après travaux. Et vous voyez qu'en travaillant sur 5 scénarios, qui étaient uniquement au niveau des façades là, et du balcon. C'est la coupe qu'on voit ici. Il y avait ces 5 scénarios, survitrage, isolation seulement de la lège, traitement des ponts thermiques, injection de cellulose, nouvelles fenêtres. On arrive à proposer au maître d'ouvrage, au propriétaire, un scénario qui nous semble optimal en termes d'impact sur les locataires, de pérennité des ouvrages, de coûts de construction, et aussi de besoin d'énergie avant travaux. Un autre exemple qui est, alors cette fois-ci pas du logement, mais un collège. Là, dans ce cas-là, on a dû intégrer, grâce à la loi dont vous avez aussi parlé sur l'énergie grise, la question de l'empreinte carbone. Et ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est qu'il y a aussi des enjeux quand on travaille sur les rénovations d'un collège ou d'une école, notamment en termes de chantier, parce qu'on ne peut pas intervenir pendant toute l'année scolaire, on ne peut pas pénaliser les élèves. Donc il y avait un volet architectural et historique, c'est-à-dire qu'on est sur l'architecture des années 60, qui a aussi sa propre logique et son expression. Il y a un volet tout à fait technique au niveau de l'isolation, un volet économique, parce que là aussi la gestion des coûts elle est fondamentale, et un volet environnemental qui là est aussi avec la question de l'énergie grise en plus des gains énergétiques. Et le petit diagramme qui est en bas, je suis désolée, c'est un peu des trucs techniques, mais je ne sais pas si j'arrive à vous montrer très clairement. Là aussi, les critères qui ont été posés, de coût de l'énergie économisé, le devis, c'est donc les coûts des travaux, la faisabilité de la mise en œuvre, là qui est très importante, c'est donc le chantier, comment il peut se dérouler, est-ce qu'on arrive à ne pas impacter les usages du bâtiment, et aussi les enjeux d'énergie grise. Et vous voyez dans le petit encart en bas les recommandations que nous faisons aux maîtres d'ouvrage, donc aux propriétaires, de valider une variante qui est là de rénovation selon le standard HPE rénovation et non pas la très haute, le THPE Réno. Et en fait, on arrive, en travaillant de cette manière par scénario, à cibler des opérations qui ne sont pas 100%, qui ne maximisent pas l'économie d'énergie ou qui maximiseraient à 100%, je ne sais pas, les coûts de la construction, mais de trouver une voie médiane qui permet de ménager différents enjeux. Voilà.
Donc je pense que c'est très important dans la question qui nous était un peu posée au départ, comment concilier le logement comme un besoin fondamental avec tous les enjeux qui sont liés sociaux mais aussi personnels, avec les enjeux énergétiques et patrimoniaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours du cas par cas. Et c'est par le projet et l'évaluation de scénarios qu'on est à la recherche d'un bon équilibre entre économie de moyens, parce que l'économie de moyens, c'est le maintien de loyers abordables, hein, c'est clair, la préservation de la substance architecturale, l'amélioration énergétique, le confort, la pérennité, le maintien des habitants dans leur lieu de vie. Je dirais, le gros risque, c'est de faire du zèle. Il faut faire des interventions ciblées qui améliorent au mieux le confort, valorisent l'énergie grise et l'économie de moyens et minimisent l'impact sur les habitants. Ne pas s'aligner sur les performances énergétiques du neuf. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une situation où ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est quand même des choses qu'on est capable de faire, qui sont assez courantes à Genève. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ces derniers mois? C'est clair que démolir et reconstruire, ça augmente le rendement. Rénover lourdement en résiliant les baux, ça augmente aussi le rendement, probablement. Et donc, il y a un changement, en tout cas, qui est en train de se passer. Oups, c'est 2 fois la même. C'est bizarre. Donc moi, je voudrais quand même rappeler, certains l'ont fait déjà, Alfonso Gomez aussi, la Constitution de la République du canton de Genève protège le droit au logement. C'est vrai qu'en Suisse, qui est membre de l'ONU, le droit du bail est très peu protégé par rapport au reste de l'Europe, même si Genève et d'autres cantons... et peut-être quand même rappeler que Genève, c'est depuis 50 ans qu'on a la loi sur les démolitions et les reconstructions. On devrait fêter cet anniversaire pour avoir été précurseur et peut-être affirmer vraiment l'ensemble de son contenu de façon plus forte. Ce que je trouve intéressant dans le pacte de l'ONU, peut-être c'est ma conclusion par rapport à cette question du droit au logement, c'est que l'État doit aussi intervenir lorsque des particuliers puissants ou des entreprises expulsent des gens. Alors ça, on imagine que ça a été fait pour des pays autres que la Suisse. Mais pour moi, la vraie question, c'est quand même l'impact aujourd'hui de ces résiliations sur la vie d'une population fragile, âgée, parfois jeune, même des enfants scolarisés dans des quartiers. Donc peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire au niveau aussi de finalement vivre dans le stress pendant 2 ans en attente d'une issue. Ça me semble quand même quelque chose qui est compliqué. Donc voilà, je voulais peut-être finir là-dessus. C'était un document sur le droit au logement qui a été publié en 2007 par l'État de Genève. Je pense qu'on devrait remettre tous ces éléments du droit, même internationaux, sur le devant de la scène pour reclarifier et montrer aussi toutes les bonnes pratiques et qui sont acceptées par l'État de façon tout à fait et encouragée pour montrer qu'il y a une voie qui est tenable entre la conciliation des enjeux sociaux, patrimoniaux et autres. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Elle est où? Ah, pardon. Je suis là, derrière. Voilà. C'est avec grand plaisir que je vous présente maintenant Madame Marjorie de Chastenay, conseillère administrative de la ville de Genève, qui va partager quelques expériences et partager des perspectives d'avenir sur ce sujet. Merci. Monsieur le maire de la ville de Genève, mesdames et messieurs, tout d'abord, je souhaite remercier la plateforme Climat de l'économie Genève pour l'organisation de cette rencontre et pour la qualité des interventions. La qualité de ces interventions parce qu'en fait, elles sont totalement complémentaires. Je trouve que c'est très, très enrichissant d'écouter toutes ces présentations parce qu'en fait,
si je conclus cette plateforme aujourd'hui, c'est parce que la question elle est très politique. Et dans la question politique, en fait, tout est lié. Que ce soit la question justement des RTS, des réseaux thermiques structurants, de la rénovation. Monsieur le maire a aussi parlé de la mobilisation à venir, de la population, la question des loyers, des logements sociaux. Je crois qu'on fait un bon tour de la question. Et moi, j'aurais voulu vous parler aussi de quelques expériences, mais je vais quand même faire un petit préambule important pour vous exprimer que, même si on le sait toutes et tous, que la transition écologique, qui passe notamment par une transition énergétique, c'est le cœur de la question, c'est une nécessité absolue. On en est tous et toutes convaincus. Je ne veux pas sombrer dans l'alarmisme, d'une part parce que ce n'est pas mon genre. Je tente toujours de rester optimiste en toutes circonstances, et d'autre part parce que c'est l'heure du repas et que ça, c'est sacré. Voilà. Néanmoins, nous savons toutes et tous que cette transition est une nécessité incontournable, simplement pour que notre planète reste vivable. Cette transition a bien sûr un coût élevé, mais sans doute moins que le coût de l'inaction. Il reste à savoir qui va le payer et si cette transition peut réussir, et si elle se fait au détriment des plus vulnérables. La réponse est évidemment non. Il est déjà difficile pour tout un chacun de changer, mais cela devient inenvisageable si cela doit vous couler alors que vous parvenez tout juste à vous maintenir à la ligne de flottaison. Faire endosser le coût de la transition à des personnes qui ont déjà très peu serait en outre parfaitement injuste. Car nous le savons toutes et tous aussi, notre empreinte carbone entretient un lien étroit avec notre niveau économique, avec notre consommation. Autrement dit, si on pollue, c'est qu'on a les moyens de le faire. Et quand on n'en a pas les moyens, on pollue moins. Non pas par vertu, mais par nécessité. Voilà pour le préambule. Alors après mon élection, j'ai tout de suite été, alors je vais rentrer dans les exemples concrets, rattrapée par une brûlante actualité de ce lien entre transition écologique et justice sociale, en tant que magistrate chargée de l'aménagement, des constructions et de la mobilité. Un premier exemple est venu avec un projet de démolition-reconstruction d'un immeuble de logement dans le secteur de Plainpalais. Il s'agit d'un édifice des années 1950 comportant de nombreux logements de petite taille, avec des loyers également modestes. Le projet initial visait notamment à démolir puis reconstruire ce bâtiment avec des appartements plus grands, moins nombreux. C'est un comble en pleine pénurie de logements. Là, on l'a entendu tout à l'heure avec monsieur le maire, monsieur Alfonso Gomes, qui a cité le pourcentage taux de vacances de 0,34%, mais sans doute plus lucratif. Alors, les baux ont été résiliés et transformés en baux précaires et à durée limitée avant même l'annonce du projet constructif, ce qui pourrait bien constituer une manœuvre pour contourner les obligations de relogement figurant dans la législation genevoise, la LDTR, loi sur les démolitions, transformations, rénovations. Le projet, qui se situe à Plainpalais, prenait en outre de très nombreuses libertés en termes de gabarit, de respect de servitude ou du règlement communal sur le plan d'utilisation des sols, le RPUS. La ville a opposé 5 préavis négatifs dans le cadre de l'instruction des autorisations de démolir et de construire. Outre les griefs formels que je viens de citer, nous soulignons aussi la nécessité de prendre en compte la population actuelle de cet immeuble qui s'est fortement mobilisée, qui a organisé des rassemblements sur une place et qui a constitué une association aussi. Il a fallu donc se soucier aussi de son sort. Et nous contestons aussi le principe même d'une démolition, alors que le plan directeur communal de la ville de Genève, le PDCOM, comme on l'appelle, le PDCOM 2040, validé par le Conseil d'État en juin dernier, qui est donc en force, ce PDCOM vise à favoriser le plus possible une valorisation de l'existant, moins dommageable sur le plan environnemental qu'à une démolition-reconstruction. Alors, à ce titre, il faut noter que le promoteur a produit un argumentaire tendant à démontrer que la démolition-reconstruction aurait un impact carbone moindre qu'une simple rénovation. L'un des points de cet argumentaire est que les personnes qui ne pourraient pas venir habiter dans ce nouvel immeuble iraient
toutes s'installer dans des contrées reculées, dépourvues de transport public, et se déplaceraient ainsi quotidiennement en voiture. Cet argumentaire a laissé mes services quelque peu perplexes, ce d'autant qu'il fait l'impasse sur les conditions de redomiciliation des personnes qui vivent dans l'immeuble actuel, qui, elles, seraient évincées du quartier, où elles vivent parfois depuis des années et rencontreraient très certainement certaines difficultés à se reloger au centre-ville, dans des logements correspondant à leurs moyens économiques. Alors j'ai rencontré à plusieurs reprises, en tant que magistrate et avec le soutien du conseil administratif unanime de la ville de Genève, les représentants des habitants et des habitantes. J'ai aussi rencontré les représentants des propriétaires. Ceux-ci ont revu leur copie afin d'ajuster le projet à nos griefs les plus formels. Mais c'est toujours une démolition qui est à l'ordre du jour. Et les habitants et les habitantes n'ont pas entendu parler de solutions de relogement. La ville n'a qu'un pouvoir de préavis dans ces procédures, mais en tant que commune de situation, elle dispose aussi d'une qualité juridique, reconnue pour actionner les tribunaux si elle n'est pas entendue. C'est une possibilité que je tiens en réserve. Toujours dans l'actualité des mois écoulés, un autre exemple, à la Jonction, je pense qu'il a déjà été cité dans quelques présentations. Cette fois, il s'agit d'une rénovation poursuivant notamment des objectifs énergétiques et portant sur plusieurs immeubles contigus du tout début du XXe siècle. Un procédé semblable a été utilisé, à savoir une résiliation massive des baux avant le début de la procédure en autorisation. Techniquement, on ne pouvait pas faire autrement que vider tout le monde tout de suite, a-t-on entendu dire, en substance, de la part des propriétaires. Alors l'affaire a fait beaucoup de bruit, elle a été médiatisée, et tellement de bruit qu'on a fini par entendre la semaine dernière des annonces selon lesquelles le chantier serait finalement échelonné et qu'on s'efforcerait de trouver des solutions de relogement. Mais un certain scepticisme règne encore dans la mesure où la résiliation des baux n'est pas remise en question. Et on ignore ce qu'il adviendra des possibilités de se loger à coût modeste dans ces immeubles situés au cœur d'un quartier populaire après la période de contrôle prévue par la loi. En ville de Genève, nous n'ignorons pas que les rénovations lourdes sont des opérations difficiles. Nous en avons conscience, on sait que c'est difficile à gérer. Mais la pratique de la ville est également celle de la Fondation pour le logement social, ça a été présenté tout à l'heure, a toujours été de conserver les habitants. De 2016 à 2020, la ville de Genève a mis en œuvre la rénovation en profondeur d'un grand ensemble de logements, celui des minoteries, sans en déloger les habitantes et les habitants, en mettant au point un système de recade, un dispositif analogue ainsi que des relogements d'ores et déjà planifiés sont élaborés dans le cadre de la rénovation à venir de l'ensemble Cité-Jonction prévue dès la fin de 2028. Afin de permettre ces rotations au sein de cet ensemble de 480 logements, 73 appartements ont été réservés au sein du quartier Quai Vernet, qui accueille justement ces jours ses tout premiers occupants. Ces relogements seront définitifs et donneront une marge de manœuvre pour créer des appartements relais ou procéder à des rocades durant cet ambitieux chantier qui doit démarrer en principe fin 2028 pour une durée de 10 ans. En résumé, des parades aux évictions massives sont possibles, à condition d'être organisées bien en amont. On me dira que la ville peut se permettre ce genre de manœuvre en tant que collectivité publique, mais je me permets de répondre que nous subissons par ailleurs une forte pression dans le contexte de la pénurie immobilière et de croissance des inégalités sociales que nous connaissons. Ainsi, la GIM, la gérance immobilière municipale, qui dépend du département de mon collègue Alfonso Gomes, a dans ses tiroirs pas moins de 5000 requêtes de logements en attente. Requêtes qui correspondent souvent à des situations d'urgence sociale avérées. La plupart des personnes qui logent au sein du patrimoine immobilier municipal sont dans des situations de précarité. Des préoccupations se font toujours à ce sujet sur la nécessité de mieux accompagner ces personnes dans les périodes déstabilisantes que sont nécessairement celles des grands travaux.
Un récent projet de motion incite ainsi la ville à se doter d'assistants en maîtrise d'usage. On l'a déjà vu dans certaines présentations, les AMU. On connaissait les AMO, les assistants maîtres d'ouvrage. Maintenant, c'est la question des assistants en maîtrise d'usage, dans le jargon professionnel AMU, afin d'épauler les personnes confrontées à ces réalités. Vous le voyez, la ville s'efforce d'être exemplaire, mais ne l'est toujours pas assez selon certains élus. C'est bien la preuve qu'il y a une attention accrue de la société civile sur ces situations. Il y a une exigence plus forte, une sensibilité plus aiguë. Et cela signifie, par ricochet, que les risques de dégâts d'image, voire d'opposition, y compris par la voie judiciaire, augmentent dans le cas où les rénovations énergétiques semblent trop manifestement s'accompagner de manœuvres destinées à accroître la rentabilité du parc immobilier. Alors mon but, ce n'est pas de stigmatiser les propriétaires ou les milieux immobiliers. Et je sais que dans ces milieux, on trouve beaucoup de professionnels qui agissent avec des règles éthiques et un regard humain. Mais je crois que certaines dérives doivent être dénoncées. Je crois surtout que face aux menaces planétaires que constitue le dérèglement climatique ou l'effondrement de la biodiversité, notre seule chance est de faire face en tant que communauté humaine, de faire corps ensemble pour trouver des solutions sans laisser personne au bord de la route. Alors ce n'est qu'avec cette garantie que la transition pourra être socialement acceptable et portée collectivement. Merci pour votre attention. Vous pouvez rester ici. Madame la conseillère. Ah pardon. Avec plaisir rouge. Maintenant, j'aimerais bien accorder encore un peu de temps pour vos questions. Vous pouvez demander à tous les intervenants. Alors, j'aimais bien les intervenants, si vous pouvez monter de nouveau sur la scène. Il y a Sabina et Théo qui ont des micros. Si vous avez une question, s'il vous plaît, attendez le micro avant de poser votre question, parce que sinon, les gens qui regardent le live stream ne vont pas comprendre qu'est-ce que vous avez demandé. Peut-être monsieur là, avec la première question. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. La rénovation des immeubles, c'est l'efficience énergétique. Concilier écologie et cohésion sociale. Comment? Par l'efficience énergétique. L'efficience énergétique, ça signifie une cagnotte, n'est-ce pas? Cette cagnotte, elle est destinée où? Elle va où? Je ne sais pas qui est la question, à qui a posé la question? Aux décideurs. Un décideur. Oui. Une cagnotte, c'est-à-dire, je ne comprends pas tellement. C'est-à-dire moins de consommation qu'auparavant, qu'habituellement. Oui, ça a été présenté d'ailleurs par la Régie du Rhône aussi, Ouais. pour aider justement à accompagner les locataires, justement à supporter, effectivement, les SIG ont, et c'est la population qui a voté en 2022 le déploiement de la stratégie des RTS, des réseaux thermiques structurants. Donc il y a eu un vote populaire à plus de presque 80%. Et donc la population souhaite que y ait ce déploiement de réseaux thermiques structurants pour des questions écologiques. Mais effectivement, il y a un impact financier, il y a un coût. Et ce coût, il peut être aussi diminué justement si on consomme moins, si on change nos usages, s'il y a un accompagnement aussi social. Je ne sais pas si peut-être les SIG souhaitent répondre sur cette question-là. Après, la question sociale, moi, je l'ai apportée sur des exemples concrets. Je n'ai pas forcément cité les lieux précisément, mais j'ai cité les quartiers. Et je pourrais encore citer d'autres, parce qu'en fait, ça se répand dans tout Genève. Et donc, c'est surtout des stratégies qui sont qui se répètent, qui s'agrandissent et qui impactent en fait la qualité de vie des gens, mais même la vie des gens et la survie en fait de la population en ville de Genève. Donc nous, ce qu'on essaie de montrer en ville de Genève, c'est comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on rénove, comment est-ce qu'on accompagne la population et surtout comment est-ce qu'on accompagne les locataires dans ces changements. Et le but, évidemment, c'est d'appliquer les lois et de ne pas augmenter les loyers suite à ces rénovations. Voilà, c'est ce que je peux répondre d'un point de vue politique. Peut-être une autre question encore?
Ah ouais, je pense que c'est le repas. Ah, on a déjà dépassé un peu le temps, alors on s'arrête ici. Alors, encore un grand merci aux oratrices et aux orateurs. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Merci à vous. Merci. Alors, avant de passer au déjeuner, je tiens à remercier tous les partenaires de la plateforme Climat et surtout la ville de Genève, notre hôte aujourd'hui. Un grand merci également à toute l'équipe de la plateforme Climat, les techniciens, l'accueil, informaticiens, tout le monde, et surtout Jürgen Scholz, le fondateur de cette plateforme. Je remercie aussi Swiss Climate, qui a calculé les émissions de CO2 de cet événement et qui les assume en investissant dans les projets de protection du climat. Enfin, je remercie vous tous pour votre intérêt et votre présence ici et j'espère de vous revoir au prochain Business Lunch de la plateforme Climat de l'économie Genève. Bon appétit, bonne discussion.